Donc, comment l'IA peut-elle aider à suivre une flotte de véhicules? Donc, c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, de Philippe Crave et de son étudiant en alternance, donc Jean Sauron, qui étudie ici au CNAM pour le titre d'ingénieur IA et Big Data. Je précise que Philippe Crave est donc ingénieur mécanique chez Volvo depuis 20 ans et plus récemment, depuis quelques années, data scientist. On va commencer avec vous, Philippe, sur quelques éléments de compréhension d'abord de Volvo, parce que quand on dit Volvo, on pense tous à des voitures, mais en l'occurrence, c'est pas le sujet qui va nous intéresser ce matin. Effectivement, et normalement j'ai une image. Voilà. Donc on a fait attention, on n'a pas une voiture. Donc oui, Volvo Voiture, ça appartient à une entreprise chinoise qui s'appelle Geely. Donc Volvo, on fabrique et on produit des véhicules industriels sur plusieurs marques à travers le monde, donc Mack, Renault Trucks, Volvo, mais aussi des engins de construction, des moteurs pour la marine, des moteurs pour l'industrie. Donc ça ressemble beaucoup plus à ça qu'aux jolies berlines haut de gamme que vous pouvez voir. Et nous, avec Jean, on est localisé à Lyon, donc sur le site de Renault Trucks, donc ceux qui sont un petit peu de la région, Berlier, Renault Véhicule Industriel, Renault Trucks, et maintenant dans le groupe Volvo. Et vous travaillez donc au sein du Volvo Digital Unity. Quel est votre rôle, votre mission? Ouais, je vais juste swapper Unity par IT, mais c'était presque ça. Donc on travaille chez Digital IT. Donc Volvo, on va avoir une structure. Donc Volvo, c'est 100 000 employés. Hein. C'est assez grand, c'est pas gigantesque, mais c'est assez grand. On va avoir des structures par marque et des unités qui vont développer les différents produits. Donc des unités qui vont développer les véhicules, principalement. Des unités qui vont faire la fabrication et une unité vraiment IT qui travaille pour l'ensemble des autres morceaux. Donc nous, on travaille sur le site de Lyon, mais on est à IT, c'est... Je dirais 700. Non, nous on doit être 500 et ça doit être peut-être quelques milliers de personnes dans le monde. Et on est 500 sur la partie data pure dispatchée dans le monde. Et concrètement, justement, quels sont ces métiers de la data au sein du groupe Volvo? Donc on va avoir un grand panel de métiers qui correspondent, je pense, aux formations qu'on dispense de plus en plus. Alors, si j'en prends juste quelques-uns, on va avoir des digital product owners qui vont travailler au plus près des applications, qui vont comprendre les besoins des différents morceaux du groupe Volvo, qui vont le traduire en tâches et qui vont gérer ces backlogs de tâches et qui vont être avalés par les différentes équipes qui vont être composées en général. Donc on va faire des équipes mixtes entre des data architectes, data engineers, data analysts, data scientists. Donc nous on est dans ce dernier morceau, data scientist, et les data engineers vont plutôt travailler sur les pipelines de données. Donc ce que disait un petit peu Mehdi, hein, le point clé, c'est vraiment le point clé, hein, c'est la data. Donc les récupérer, la collection de la data, leur structuration et cette automatisation, c'est-à-dire que récupérer de la data one shot et l'envoyer à un labo, ça marche. Mais derrière, pour fabriquer un produit basé sur de la data avec ou sans IA, il faut que ce soit automatisé. Donc là, c'est un gros travail data engineer. Donc je pense que le master de Jean / Big Data, il rentre aussi là. Les data analysts vont plutôt travailler plus proche des questions et du rendu final des applications, donc avec toute la partie reporting, BI, transformation, la dernière couche de transformation de la donnée. Qu'est-ce qui me reste? Les data scientists, c'est nous, on va faire la partie modélisation, donc application des modèles de machine learning, statistics, IA, des fois deep learning, des fois que. Et les derniers data architectes vont orchestrer un petit peu tout ça, c'est-à-dire que tout ça tourne dans des environnements qui vont être sur du cloud, sur du on-prem, qui vont mixer un petit peu tout ça, et ça, pour que tout ça marche, tienne, suivent les montées de version des différentes briques, les systèmes de permission. Il faut des gens dédiés sur ça, et chez nous ça s'appelle Data Architect. Alors les profils que vous venez de décrire sont accessibles par des formations. Alors on va donner la parole à Jean dans un instant qui nous explique son parcours. Voilà. Pour des gens comme vous qui étiez ingénieurs au départ, qui n'étaient pas sur ces domaines-là, c'est de la formation interne, c'est finalement sur ces 500 collaborateurs qui travaillent aujourd'hui sur la data, ce sont des profils issus d'horizons divers. Ouais, moi je suis diplômé en 2000 je crois. Donc je pense qu'aucun de ces métiers existait en 2000. Donc moi
pour mon cas, c'est de la formation perso au fil de l'eau. Ça m'a toujours intéressé, mais j'ai fait de l'informatique, de l'électronique, de la mécanique. Avant, j'ai bossé au Japon, je faisais des traducteurs ultrasonores, donc rien à voir. Et du traitement du signal, et finalement le traitement du signal, la data, enfin tout ça est finalement très très similaire. Et donc oui, c'est de la formation continue, et Volvo a des gros programmes de formation pour ceux qui souhaitent basculer sur ces métiers-là, parce qu'on recrute et on transforme beaucoup notre paysage. La data, avec l'électrification de nos véhicules, c'est deux grands thèmes sur lesquels Volvo investit, et Volvo, voilà, 100 000 personnes, on a une masse de personnes et de financement qui nous permet de faire vraiment ça. Et donc, quand Volvo bascule vraiment. Donc, sur des gros volumes d'argent. Ouais. Puisqu'on a évoqué un petit peu les formations, on va en profiter pour faire connaissance un peu plus avec vous, Jean Sauron. Donc, quel a été votre parcours et pourquoi avez-vous choisi ce titre d'ingénieur IA et Big Data ? Alors, déjà, bonjour à tous. Et donc moi c'est Jean Sauron, j'ai 22 ans et pour mon parcours qui est un peu longué, mais j'ai commencé depuis le début dans l'informatique avec un bac professionnel, puis j'ai enchaîné ensuite dans un BTS aussi en informatique et réseau. Ensuite je suis arrivé ici donc dans la formation du CNAM, une licence aussi informatique ici générale, donc encore une fois qui comprend tous les aspects de l'informatique. Et enfin, à l'ouverture de cette formation d'ingénieur, qui m'a beaucoup intéressé parce que dans l'intelligence artificielle, dans le big data, c'est des noms qui me plaisent en tout cas. Voilà, il y a beaucoup de facettes dans l'informatique, comme je l'ai dit, le réseau, le développement, tout ça. Et celle-ci, avec le big data, qui est pour moi en énorme expansion, est l'une des plus attirantes aujourd'hui. Et voilà pourquoi je suis ici. Voilà. Avec quel projet ou quelle perspective derrière ? Vous avez une idée du métier que vous allez faire ensuite ou comme il disait tout à l'heure, peut-être que dans 5 ans, le métier que vous ferez n'existe pas encore. Oui, c'est sûr, on n'est pas tout à fait sûr de ce qui se passera dans 3, 4, 5 ans. Mais aujourd'hui, évidemment, il y a des métiers qui sont attirants dans le Big Data et l'IA. Et particulièrement, bon, c'est un peu une coïncidence, mais pour moi, la Data Science, c'est vraiment ce métier qui regroupe un peu... Tout ce côté un peu attirant de la data et de l'IA dans ce domaine-là. Voilà. Question pour tous les deux. Donc, vous êtes alternant au sein de Volvo dans le service de Philippe. Comment se passe l'interaction entre vous ? C'est-à-dire, on a compris une entreprise très structurée qui investit massivement sur ce sujet-là, et puis des jeunes qui sont en formation, qui arrivent en alternance avec peut-être aussi des visions ou des idées. Comment ça fonctionne entre vous, j'allais dire ? Ouais, effectivement, je vais essayer de commencer à répondre et je te passerai la parole après. Donc, on est, en tout cas chez Volvo à Lyon, on est un petit groupe de data scientists avec un autre collègue qui est ici dans la salle et une autre collègue alternant. Et donc, on a réussi à créer un petit environnement où on partage des projets et on arrive à créer des projets en commun, travailler ensemble et vraiment créer notre petite structure et nos idées pour essayer de faire de nouvelles choses. Voilà. Ouais, alors c'est peut-être très, très personnel, mais moi, pour moi, ça fait des années qu'on prend des stagiaires, des stages de 6 mois classiques, etc. Donc maintenant, il y a un peu un boom de l'alternance, donc pourquoi pas se diversifier un petit peu. Pour moi, le premier impact, c'est sociétal. Si nous, 100 000 employés, on ne les prend pas, qui les prend ? Et c'est vraiment intéressant, l'échange est toujours intéressant. Il y a aussi un lien avec la partie académique, pédagogique qui est chouette. Pour ceux qui n'ont encore jamais pris l'alternance, moi c'était la première fois. J'ai un bon historique de stagiaire classique, 6 mois, one shot, donc un gros sujet, et après on déroule. L'alternance c'est un petit peu différent, on récupère des élèves sur 3 semaines, après ils repartent 3 semaines, etc. Donc il y a un petit rythme à prendre au début et ça demande une petite structure pour se préparer chaque fois avec mes collègues dans l'équipe. Le vendredi avant qu'ils reviennent, on se revoit et on refait une petite passe DevOps de ce qui va être à faire. Le côté vraiment intéressant, c'est qu'on peut faire des sujets fil rouge, mais avec ce petit découpage, si en plus on arrive à le synchroniser un petit peu avec les cours, on peut aussi faire vraiment varier les sujets. Une alternance sur 3 ans, comme Jean, qui est sur une formation qui est large finalement, Big Data, IA, il y a un petit peu de tout. Donc on réfléchit vraiment à la façon dont on va dispenser les sujets. Donc là, on est vraiment sur du sujet
de pipeline, de data, vraiment sur la data. Donc ça permet de prendre le temps de découvrir les plateformes, les gros clusters, ça prend du temps en fait. Et je pense qu'à l'école, c'est pas toujours facile d'avoir accès à des terras de données sur des clusters de 10, 20 nœuds, etc. Donc là, et c'est pas magique, il faut du temps pour l'apprendre et l'absorber. Donc comme ça, on a le temps de faire ça. Et je pense que, merci pour cet éclairage. Une petite parenthèse qu'on voulait faire pour parler de la dimension humaine aussi et montrer qu'effectivement l'entreprise vous apporte dans le cadre de votre formation bien sûr, mais l'alternant apporte aussi à l'entreprise d'une certaine manière, et c'était intéressant de faire ce focus. Et pour nous, c'est aussi de la prospective d'embauche derrière, clairement. Bien sûr. Bien sûr. Très bien, on va maintenant revenir sur votre activité, donc la data distribuée. Donc qu'est-ce que c'est exactement et à quoi sert-elle au sein du groupe Volvo? Alors nous, on distribue tout chez Volvo. On distribue les équipes déjà, il faut peut-être un petit peu voir ça. On est 100 000 et la data function chez IT, c'est 500, 400, 500 personnes, mais il y a de la data partout. Il y a des data scientists, data analystes à peu près partout et dans des proportions qui sont assez importantes. Donc on choisit de positionner les gens dans ces domaines-là proches des besoins. Si je faisais un petit parallèle, non, je ne vais pas faire ce parallèle. Mauvaise idée. Ce que l'on veut, c'est qu'on ne découple pas. On a vu, il y a d'autres boîtes qui, des fois, font des équipes complètement satellisées avec des gens extrêmement doués, mais très loin des gens qui ont des besoins. Et en fait, ça donne rien, ça donne pas grand-chose. Il y a des études qui ont été faites qui montrent que les organisations un petit peu intéressantes, c'est plutôt du hub and spike. Donc on va avoir des organisations centrales avec des équipes un petit peu grosses et après plein de petites spikes un petit peu partout, beaucoup plus proches des questions. Et donc on va avoir des gens qui vont être assis à côté des gens qui ont les métiers de ces besoins-là en fait. Donc les réponses vont être beaucoup plus pertinentes et on ne va pas perdre Normalement, ce qu'on perd, en fait, il y a des gens qui connaissent la donnée et qui savent ce qu'on veut en faire. Et il faut vraiment leur coller au plus près les gens qui savent comment créer ça, en fait. Autrement, c'est un petit peu difficile. Ensuite, la donnée distribuée. Donc, on a énormément de données. On en collecte depuis très longtemps. Des véhicules connectés chez Volvo, on en a depuis des dizaines d'années. Là, il y en a à peu près 3 millions qui streament de la donnée à la minute, à 10 minutes, 1 heure, semaine, etc. Et c'est des milliers de données qui passent. Et tout ça arrive sur un certain nombre de plateformes. On est sur 2 clouds, on est sur plusieurs plateformes on-prem. Et donc, cette espèce de landscape de plateformes, imaginez quand vous arrivez chez Volvo, vous êtes data scientist, il faut toutes les absorber, finalement. Elles sont toutes différentes, des technos différentes. Donc, on va aussi essayer de répliquer, déplacer, redistribuer les données et en faire des produits manipulables et documentés un petit peu partout. Et donc c'est une des tâches principales de gens aujourd'hui. Le transfert de données entre plateformes, ça paraît comme un transfert de fichiers, on va dire. Et en fait, quand on transfère des données qui sont streamées, mises à jour à la minute, qui font des terras, qui sont sur des technos dans la plateforme A, différentes de la plateforme B, donc des incompatibilités technologiques, etc. Mais en fait, ça ne se fait pas comme un copier-coller de fichiers, mais pas du tout. Donc on doit traquer un petit peu la qualité de ce que l'on récupère. Et dans le monde de la data science, je pense qu'on a passé un petit peu le cap du... on y est encore, mais tout le monde voulait du data lake, donc des choses très, très flat. On y met tout ce qu'on a, et puis ensuite la magie arrive. Et en fait, avant que la magie arrive, le temps cramé à transformer tout ça en de la data ingérable et utilisable dans les modèles est énorme. Et quand on est chez Volvo, donc on est plusieurs centaines à travailler sur ces mêmes choses-là, donc plusieurs centaines à faire à peu près les mêmes choses. Et à faire des fois des erreurs différentes ou les mêmes erreurs. On a passé un petit peu ce cap-là où effectivement il faut de la donnée flat disponible à tous, mais vraiment ne pas oublier de refaire du cleansing et du cleansing partagé. Donc là-dessus Jean a ses premières activités chez nous. Ouais. Alors vous récupérez des données, des millions, des milliards de données qui vous sont remontées notamment par les véhicules, par les utilisateurs. Ces données-là, vous en faites quoi concrètement? C'est du tri, de la sélection, on a bien compris, du traitement pour que la donnée soit de qualité. C'est là que l'IA intervient ou c'est plus tard?
Ça va intervenir un petit peu partout en fait. On va utiliser des modèles statistiques pour retravailler cette donnée. C'est-à-dire que la donnée telle qu'elle est là, brute, souvent elle est trop grosse, même si deep learning, on aime bien les trucs en quantité géniale et astronomique, mais en fait pas tout le temps. Donc on va réagréger ça de manière intelligente, et là on va utiliser des modèles statistiques pour la réagréger de manière beaucoup plus compréhensible et utilisable par les humains et les IA. Et donc ça, c'est un premier tri. Et la deuxième utilisation, ça va être effectivement pour construire nos produits. Donc Mehdi définissait tout à l'heure la digitalisation, l'IA, etc. Donc nous aussi, on digitalise beaucoup de choses. Et la data science va arriver, ou pas, dans ces produits digitalisés. C'est-à-dire que quand on remplace le papier et le crayon dans nos concessions, les techniciens qui écrivaient, etc. Donc on va remplacer tout ça par des tablettes, des applications qui sont beaucoup plus pratiques, et on va aussi les aider, les assister avec des IA qui vont les aider à choisir les bonnes opérations qu'ils doivent faire parmi des milliers d'opérations en fonction du véhicule qu'ils ont, de ce qu'ils voient, de ce qu'ils constatent, quelles sont et sous quel ordre, etc., les opérations qu'il faut faire. Donc là, typiquement, c'est des modèles qui vont choisir pour eux, ou en tout cas qui vont les aider à faire le bon choix. Parce que souvent, on va effectivement sortir, l'IA, on lui pose une question, elle va sortir, donc chez nous, bien sûr, là aussi une réponse identique, si on lui demande 10 fois la même chose, mais on va aussi souvent la laisser en sortir plusieurs avec une probabilité associée, et c'est en fonction de ces probabilités associées qu'on va les regrouper et les proposer à l'utilisateur qui, lui, va faire la sélection humaine qui suit. Et quel est l'usage alors de l'intelligence artificielle, de ces données collectées? Quel est l'objectif à terme? Il n'y a pas d'objectif à terme, dans le sens où on est en train de faire quelque chose de très long pour atteindre un but ultime. En fait, c'est déjà vraiment utilisé. Je peux vous donner quelques exemples. On l'utilise, nous, dans la conception de nos véhicules. C'est-à-dire que ces véhicules-là, en plus de ne pas ressembler à des voitures, ils sont utilisés de manière très, très variée. C'est-à-dire qu'on va avoir des véhicules qui vont faire beaucoup de kilomètres par jour, d'autres qui vont faire des bennes à ordures ménagères. Donc c'est sur des mêmes bases de véhicules, on a des variantes extrêmement variées, des combinaisons extrêmement variées, et donc des applications extrêmement variées. Donc on va étudier, vu des données remontées des véhicules, toutes ces applications, on va les regrouper en applications qui ont du sens. Donc ça c'est du machine learning, on regroupe les choses qui sont similaires. Une fois qu'on les a regroupées, on va les qualifier, donc on va vraiment décrire chaque groupe en quoi il est différent des autres groupes et qu'est-ce qui fait que tous les camions de ce groupe-là sont là. Et c'est ces données-là d'entrée qui vont nous permettre de faire les choix techniques, alors en partie, il y a d'autres données, bien sûr, les choix techniques des futurs produits. C'est aussi ces données-là qui vont nous permettre de tester nos produits. Alors j'aime bien toujours donner des exemples où tout le monde est allé chez Ikea déjà, il a vu, des fois ils mettent des petits bancs qui claquent les tiroirs plein de fois là, comme ça, donc nous on claque les portières aussi, on claque les pédales accélérateurs, enfin on claque tout aussi, et la question c'est combien de fois on les claque, et combien de fois on les claque, c'est assez important, parce que si on les claque trop de fois, et ben on va être tenté de faire des choses qui sont beaucoup plus robustes, mais du coup trop cher pour nous, trop cher pour le client, et trop lourde, et pour nous le poids c'est important, parce qu'on préfère que le client il puisse le porter, son poids. Donc il y a ce genre de choses. Donc pour nous, au mieux on connaît nos applications, et c'est vraiment basé sur des résultats de modèles statistiques. Au mieux on va définir nos choix techniques et on va les évaluer, les tester. Vous voulez d'autres exemples? Oui, on prend. Qu'est-ce qu'on a comme autre exemple? Donc on a beaucoup parlé de maintenance prédictive, donc je ne vais peut-être pas trop en parler. Je crois qu'il y a un talk tout à l'heure. Donc on fait de la maintenance prédictive sur nos véhicules, basés sur capteurs. Quand on a des capteurs, basés sur des capteurs, basés sur d'autres indicateurs. Quand on n'a pas de capteurs, toutes les pièces ne sont pas attaquables à coups de capteurs. Donc des fois on va avoir des capteurs, des indicateurs décalés. Et là pareil, donc il y a des modèles statistiques qui vont, et donc pour nous c'est de l'uptime, ce qu'on veut, donc c'est très très similaire au changement des pneus des métros. Nos clients, on sait que au bout d'un moment, telle ou telle pièce, soit c'est de l'usure, soit c'est de la casse, va être usée ou va casser,
Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de l'amener en concession avec la pièce à dispo pour qu'en très peu de temps, on lui change tout ce qu'il faut. Et c'est beaucoup plus intéressant pour le client si c'est prévu à l'avance. Il peut l'anticiper dans son calendrier et pas perdre de temps. Donc lui, son véhicule, il est toujours disponible quand il pense qu'il l'est. Donc on va faire beaucoup de choses sur ça. On va travailler sur tout ce qui est véhicule électrique, qui est très très important pour nous, l'électrification. Donc je parlais de la conception des véhicules. On est en train de changer toutes nos drivelines pour les électrifier. Donc on a une image complète de notre population véhicule. Donc on va savoir dimensionner, en tout cas on va essayer de dimensionner au mieux lesquels on va pouvoir électrifier, lesquels on va pouvoir électrifier le plus facilement. Avec quelle techno et comment recouper notre gamme de chaînes cinématiques électriques en fonction de l'utilisation que font nos clients aujourd'hui. On va aussi être capable de proposer à nos clients, si on va voir nos clients, ils ont peut-être une flotte de 200 véhicules, on va pouvoir leur dire, ok, avec sur vos 200 véhicules, les missions qu'ils font, les constits des véhicules que vous avez, eh bien, ce 10% là, vous pouvez déjà les électrifier et ça, vous allez gagner temps. On s'associe aussi, c'est ça, je m'arrête quand vous voulez. Hein. Allez, un petit dernier pour la route. Un dernier pour la route. On va s'associer aussi avec des entreprises qui positionnent les bornes de recharge. C'est-à-dire qu'il va falloir, en fait, il faut qu'on mappe l'Europe tous. Donc c'est nous, mais c'est tout le monde. Donc où positionner intelligemment toutes ces bornes de recharge. Donc là, on a un tracking assez complet de tous les véhicules. Donc attention, alors Volvo est vraiment très très à cheval sur la GDPR. Des fois, c'est l'enfer pour le data scientist. On voit les données sont là, on a envie d'en faire quelque chose, mais on ne peut pas, on n'a pas le droit. Mais donc on est vraiment très 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 rigoureux sur ça. Mais donc dans le cadre de ce formalisme, on peut quand même utiliser les données GPS de nos véhicules et là c'est de l'IA, on va aller reconstruire le genre de parcours qu'ils font, c'est-à-dire que nos flottes de véhicules vont avoir des types de missions qui vont être différentes, ils vont avoir des formes de missions. Il y a des véhicules qui vont avoir des formes en étoiles, qui vont toujours revenir chez eux tous les soirs, donc ils font des étoiles. On a des véhicules qui vont faire d'autres formes, en fait. Il y a des formes, des patterns qui sont assez spécifiques. Et on va avoir, donc là c'est pareil, c'est le cas pour les trouver. On va avoir des véhicules qui vont s'arrêter à différents endroits, ils vont s'arrêter à différents endroits sur différentes formes d'arrêt pour différents besoins, pour livrer, pour reprendre du gasoil, etc. Et donc on va aller chercher tous ces POI, ces points of interest, les regrouper, les clusteriser, donc là c'est du clustering spatial, encore du ML, pour essayer d'identifier les meilleures localisations géographiques pour mapper nos futures bornes de recharge, donc en association avec d'autres partenaires qui les installent. Pour terminer, ce sera la dernière question avant que je propose à la salle d'en poser. Si vous deviez faire un bilan aujourd'hui, alors on comprend bien que c'est un work in progress, hein, vous êtes en train d'évoluer aujourd'hui dans cette démarche. Néanmoins, est-ce que vous êtes capable déjà de dire la valeur ajoutée de l'IA dans votre offre produit, votre offre catalogue? Est-ce que très concrètement, elle a déjà amené à mettre sur le marché de nouveaux produits, à changer votre catalogue, à apporter de nouveaux services à vos clients? Ouais, on apporte des nouveaux services. L'impact sur la définition des produits, il est vraiment réel. Et depuis quelques années déjà, c'est vraiment réel. L'impact sur l'analyse de causes de problèmes qualité, il est réellement réel. Quand on a sur 10 000 véhicules un problème qualité qui apparaît sur 500 véhicules, retrouver la cause. Quel genre de véhicule et pourquoi on arrive à ces pannes-là, et c'est pas du deep learning, mais c'est des arbres de décision, parce que c'est pratique et c'est explicable. Donc ça, c'est vraiment réel, effectivement. Ouais. Merci pour ces éléments intéressants, illustrés et convaincants. Monsieur. Bonjour. Je vois là que l'intelligence artificielle, elle est faite pour concevoir, améliorer, mais est-ce qu'elle est embarquée aussi, ou est-ce que c'est prévu d'être embarqué dans les véhicules? Alors, il y a toute une partie de... Non. Donc, il y a une partie de Volvo qui s'appelle Volvo Autonomous Solution, donc qui fait des véhicules autonomes. Donc là, il y a de l'IA, c'est un petit peu comme Tesla.
Pour l'instant, on en développe beaucoup plutôt côté mine, donc sur des zones fermées, sans humains. C'est plus sûr, mais de mémoire, on a quand même un pilote qui transporte des voitures Volvo, quand même un lien encore avec les voitures, on s'entend très bien, de l'usine au conteneur pour les livrer. Je ne sais plus où ils en sont, mais là, on a quelque chose sur route ouverte, oui. Très bien, merci Ron. Oui, une question là-bas. Allez-y. Olivier. Bonjour, une question du côté usine. Le conseil, c'est quoi? C'est de stocker le maximum de données et d'attendre demain et de voir ce qu'on peut en faire? Ou c'est de dire on stocke que les données qu'on a besoin à l'instant T? Parce qu'il vaut mieux avoir un data lake énorme et puis dire demain on ne sait pas ce qu'on va pouvoir utiliser. Les deux. Un peu la même question. Est-ce que vous avez gardé l'original? On garde toujours l'original, ouais. Ah ouais. Ouais. Et je dirais les deux. Et chez Volvo, j'ai vu dans différents endroits de Volvo des approches un petit peu différentes. Des fois, construire vraiment sur la valeur. Donc vraiment embaucher plein de data scientists. Et ça ne marche pas nécessairement. Ou alors construire vraiment sur construire la plateforme, mais sans savoir pourquoi. Donc il y a vraiment, et en fait c'est du temps. Comme disait Mehdi, on n'est pas des GAFA, l'industrie c'est un petit peu différent, on ne s'est pas construit sur le numérique et sur ces outils-là. Donc en fait ça va prendre du temps, et moi, mais c'est mon avis personnel, je pense qu'il faut faire monter à peu près tout en même temps, parce que ça s'alimente, et c'est en s'alimentant qu'on va avancer le plus vite possible. Mais ça prendra du temps. Allez-y. Juste après. Monsieur, allez-y, et puis madame. Structurer l'extraction des données, parce que les data, vous ne les mettez pas en vrac, en tas, dans un immense Entrepôt. data center. Alors, il y a déjà une structuration à la base. Oui. Et quelle est-elle? Et forcément, une structuration, ça induit un tas de choses, ça induit l'intelligence, et ça... Comment on fait ça? Pour être le plus neutre possible, le plus logique possible. On a plusieurs niveaux de stockage. Les données, elles arrivent, donc elles vont être conteneurisées de toute façon, parce quand on parle data, nous on parle finalement plutôt data source. C'est-à-dire qu'on a des données véhicules, par exemple, boum, une data source. Mais on a des données workshop, une autre data source. On a des données clients, une autre data source. Donc c'est déjà des conteneurs qui sont séparés, qui sont en général liés à des systèmes de captation de données qui sont spécifiques, donc des technos en général qui sont différentes. Donc tout ça, c'est beaucoup de diversité sur le on va dire le T0 quand ça arrive chez nous. Et ensuite, on essaye de normaliser tout ça sur encore plusieurs couches, une couche RAW, une couche qui va être enrichie, etc. Où on va essayer de normaliser et taper un nombre de technos le plus petit possible, pour que derrière, faut voir que le coût humain pour traiter tout ça, pour les utiliser, il est vraiment important. C'est pas parce qu'il y a 50 technos disponibles, enfin je dis 50, il y en a 5000 des technos disponibles qui ont toutes leurs spécificités et qui sont intéressantes. Mais derrière, pour les utilisateurs, utiliser 50 trucs différents ou 5000 trucs différents, c'est vraiment très très coûteux. Et quand on n'a pas 2 utilisateurs, mais 1000 utilisateurs, enfin 1000 data analysts, scientists, etc., le coût pour l'entreprise, il est vraiment, vraiment important. Donc nous, on va essayer de normaliser et de cibler un nombre minimum de technologies. Oui, le tri au départ, il y a quand même un tri à l'arrivée des données, parce que c'est ce qui m'intrigue. Elles vont être, pour moi, elles sont conteneurisées assez loin, et ensuite, si ça fait sens, on va refabriquer des produits donnés en mélangeant des sources différentes. C'est énorme, mais ça, comment dire, les entrepôts sont de plus en plus grands avec des données, des Oui. serveurs, des machins, avec des choses pour refroidir justement les serveurs. Si on arrive sur la partie combien ça coûte en CO2, ouais, c'est une autre question. Hein. Ouais. Ça coûte en CO2. On va s'arrêter là peut-être, mais je suis intriguée par le tri à la base, parce que je ne connais pas la récolte des données exactement, mais c'est tellement énorme entre ce qu'on récolte sur la voiture, sur le conducteur, les trains de voiture que l'on veut faire aussi, parce que ça C'est des camions, mais ok. C'est des camions, mais Oui. c'est bon, mais ça marche. Ouais. Vous avez dit voiture, mais c'est... Ok. Et une dernière question sur cette séquence de monsieur. Juste pour revenir sur la question du monsieur tout à l'heure, il a dit est-ce que vous avez gardé l'original, l'originalité? Parce qu'en fait,
Et où est la place de l'intelligence humaine au milieu de cette intelligence artificielle en fait. Donc par exemple pour les voitures, on voit des formes un peu, on voit des voitures un peu qui sont un peu. Il n'y a plus l'originalité en fait, il n'y a plus cette création humaine. C'est un peu comme c'est-à-dire on cherche dans la course à l'optimisation, on trouve que c'est toujours à peu près la même chose. Donc on revient aux voitures ici, mais c'est intéressant. Donc nous on fait pas nous on fait vraiment un produit industriel, c'est-à-dire que c'est un produit, c'est un outil. Nous on fait un marteau. Donc finalement qu'il soit alors en vrai, on a quand même des studios design qui font que les calandres et tout sont jolis. Bon, mais ça reste un marteau. Donc c'est vraiment important que ça soit utilisable pour l'application pour laquelle il est dédié. Et après donc malgré tout, si on regarde, donc alors je reviens aux véhicules lourds, ils sont quand même assez différents, même si ça reste toujours, ils ressemblent toujours tous un petit peu à ça. La partie automation complète, donc vous pouvez regarder sur les sites Volvo, on a des prototypes qui pour le coup ne ressemblent plus du tout à des camions, qui sont assez amusants, donc là on change complètement. Il n'y a plus de chauffeur, donc il n'y a plus de cabine, donc on peut se permettre des choses qui sont assez amusantes. Par contre, en termes de solutions techniques, donc je pense que tous les constructeurs font comme nous, on a de la donnée, on a de la connaissance, on a un historique technique, c'est des boîtes qui sont toutes assez anciennes. On n'a pas nécessairement du tout fait les mêmes choix. On a des concurrents qui ont mis une énergie folle dans le gaz, nous beaucoup moins, on bascule complètement sur l'électrique. Là on fait un choix avec Daimler sur la partie longue distance côté hydrogène. Et ça reste des choix qui diffèrent quand même, vraiment. Mais c'est des choix techniques pour des outils techniques qui sont des marteaux. Et des choix opérés par l'humain. Et des choix opérés par l'humain. Ah, bien sûr, complètement. C'est important de le dire. L'IA est un outil. L'IA est un outil. C'était bien défini tout à l'heure par Mehdi. Rien à dire. Je voudrais qu'on finisse avec vous, Jean, pour terminer cette séquence-là. Qu'est-ce qui vous enthousiasme aujourd'hui, finalement, dans à la fois ce que vous vivez chez Volvo et puis dans ce métier qui est en train de naître sous nos yeux? Moi, ce que j'aimerais trouver, en tout cas dans ce travail et dans cet univers, c'est vraiment, comme on a pu le voir avec ce fameux ChatGPT et toutes ces choses-là, c'est vraiment une sorte d'innovation et le fait de pouvoir créer des choses vraiment utiles et qui pourraient changer la manière dont on vit aujourd'hui et créer des choses qui pourraient un peu sauver certaines problématiques qu'on rencontre aujourd'hui auxquelles on n'a pas forcément de solution. Et j'espère qu'avec ça, on arrivera en finalité à trouver un monde parfait, peut-être. Wow. Belle ambition. Merci. Un grand merci à tous les deux pour votre intervention très intéressante.